Bonjour, aujourd'hui nous abordons les techniques de régression et de corrélation linéaire, de puissantes techniques qui sont fréquemment utilisées en sciences sociales et humaines. Dans un premier temps, nous nous intéressons à la régression et à la corrélation linéaire simple, en commençant par mettre en évidence comment construire et analyser un diagramme de dispersion mettant en relation deux variables quantitatives, comment procéder à la prédiction à l'aide de la droite de l'équation de régression. En particulier, on entend souvent les démographes prédire, par exemple, la population du Canada à 40 millions en 2022. Nous verrons comment ils se projettent à partir de tendances observées à partir de données, mais aussi mesurer la force d'une relation et la variance expliquée à l'aide des coefficients bêta de corrélation et le R2. Par la suite, nous apprendrons à inclure dans un modèle de régression une variable indépendante qualitative et de procéder à l'analyse de régression et de corrélation linéaire multiples. Partons d'une étude qui porte sur le taux de fertilité au niveau de 50 pays du monde. Donc, on va symboliser ici le taux de fertilité par Y. En l'occurrence, le taux de fertilité, c'est le nombre d'enfants par femme en état de procréer. Supposons maintenant qu'on veut prédire le taux de fertilité d'un pays quelconque, autrement dit un pays ne faisant pas partie de cet échantillon constitué de 50 pays, par exemple le Sénégal. En particulier, nous savons que de toutes les mesures de tendance centrale, la moyenne est la plus appropriée. Pourquoi? Parce que la moyenne exploite toutes les informations contenues dans les scores d'une variable, mais aussi la moyenne est un centre de gravité d'une distribution. Puisque, on en a déjà parlé, la somme des scores de déviation par rapport à la moyenne est toujours nulle. Et donc, la moyenne au sein de cet échantillon, on va la représenter par Y bar. Elle est de 3,6. Eh bien, on peut se référer à cette moyenne pour prédire que le taux de fertilité du Sénégal sera de 3,6. Par conséquent, on peut se servir de la moyenne observée comme modèle de prédiction d'un score en particulier. Et l'erreur de prédiction est symbolisée par la variation autour de la moyenne 3,6, précisément l'écart type autour de cette moyenne observée. Mais vous aurez compris que le taux de fertilité réel du Sénégal est certainement supérieur à 3,6. En l'occurrence, la moyenne observée ici sous-estime le vrai score du Sénégal. Autrement dit, en se référant à la moyenne pour prédire le score du Sénégal, nous commettons une erreur de prédiction. Mais nous pouvons réduire nos erreurs de prédiction si nous avons des informations complémentaires sur le Sénégal. En particulier, si nous connaissons le taux d'urbanisation du Sénégal, on peut d'autant plus réduire nos erreurs de prédiction, mais à condition que le taux d'urbanisation soit associé au taux de fertilité. Eh bien, posons effectivement comme hypothèse que le taux d'urbanisation est associé au taux de fertilité. Le taux d'urbanisation, c'est la proportion d'habitants vivant dans les villes. Par exemple, il est de 81% au Canada en 2011, alors que le taux de fertilité au Canada était de 1,6 enfants par femme. Et donc, ici, l'hypothèse est faite que le taux de fertilité Y est fonction du taux d'urbanisation X. On peut en fait avancer l'hypothèse que plus le taux d'urbanisation est élevé dans les pays, plus le taux de fertilité diminue en conséquence. En fait, nous savons que les pays fortement urbanisés sont aussi des pays qui sont fortement industrialisés. Des pays où effectivement le fait de mettre au monde des enfants peut être vu et vécu comme relevant d'une charge. Et par conséquent, la relation est plausible. On peut vérifier la plausibilité de cette relation en utilisant tout naturellement les techniques statistiques que nous avons abordées jusque-là. En particulier, nous pouvons catégoriser ici le taux d'urbanisation de façon à utiliser les tests de comparaison de moyenne. Le test T,
si le taux d'urbanisation est dichotomique, ou bien l'ANOVA si la variable taux d'urbanisation est plutôt trichotomique. De même, on aurait pu utiliser l'analyse tabulaire bivariée et donc le Qui-carré en catégorisant aussi le taux de fertilité. Mais vous aurez compris, on en a déjà parlé, lorsqu'on procède à la catégorisation, on perd de l'information et par conséquent, la structure de la relation risque d'être changée, mais aussi en diminuant le niveau de mesure des variables, on perd les propriétés mathématiques et par conséquent en puissance statistique. Et par conséquent, pour ne pas courir le risque de changer complètement la structure de la relation, mais aussi pour maximiser la puissance statistique, il y a un moyen, c'est effectivement d'utiliser l'analyse de régression et de corrélation qui exploite toutes les informations contenues dans les variables quantitatives que sont le taux d'urbanisation et le taux de fertilité, soit des variables mesurées selon l'échelle d'intervalle ratio. L'enjeu ici en particulier est de chercher à prédire le taux de fertilité des pays connaissant le taux d'urbanisation à l'aide de l'équation de la droite de régression. Ça, c'est un. Deux, rendre compte de la force de la relation et surtout chercher à déterminer la proportion dans la variation du taux de fertilité qui est expliquée par le taux d'urbanisation à l'aide en particulier du coefficient de corrélation et du R2, mais aussi du bêta. Et finalement, s'assurer que la relation entre le taux d'urbanisation et le taux de fertilité est statistiquement significative au niveau de la population mondiale dont est issu cet échantillon constitué de 50 cas. Alors ici, je reprends un peu les trois objectifs majeurs que je viens d'avancer. Et donc, pour pouvoir soumettre à l'épreuve des faits l'hypothèse de la relation entre le taux d'urbanisation et le taux de fertilité, et bien sûr, il faut observer un minimum de covariation dans les données de l'échantillon. Alors, vous avez devant vous des données écologiques de 50 pays. En l'occurrence, pour chaque pays ici, vous avez son score en termes de taux de fertilité et de taux d'urbanisation. En l'occurrence, qu'est-ce qu'on observe à la lecture de ces données écologiques? Alors, regardons ce qui se passe avec la Grande-Bretagne. Donc, la Grande-Bretagne a un taux d'urbanisation élevé, en fait le plus élevé, mais son taux de fertilité est très bas. Tous ces pays qui sont en vert sont des pays qui sont fortement urbanisés, mais connaissent un taux de fertilité bas. Donc, une régularité semble se dégager ici. Par contre, regardons l'Ouganda. L'Ouganda a le taux de fertilité le plus élevé, donc 7,2 si on arrondit, alors que son taux d'urbanisation est très faible. Et donc, tous ces pays en rouge sont faiblement urbanisés et présentent un taux de fertilité très élevé. Une autre régularité semble se dessiner. Et par conséquent, selon ce modèle de régularité, est-ce qu'il semble y avoir une relation, selon vous, entre le taux d'urbanisation et le taux de fertilité? Oui, il semble qu'effectivement, les pays qui sont fortement urbanisés sont les pays qui connaissent un taux de fertilité faible et vice-versa. Et donc, une relation semble se dégager ici. Par contre, il y a des cas déviants, autrement dit des cas qui dévient de ce modèle d'ensemble. Prenons l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a un taux d'urbanisation assez élevé, 79%. Et donc, on s'attend à ce que son taux de fertilité soit bas sur notre modèle d'analyse. Mais non, son taux de fertilité est aussi élevé que son taux d'urbanisation, à raison tout simplement de la tradition, mais aussi de la culture présente dans ce pays en particulier. Prenons un autre cas déviant, mais cette fois-ci à l'inverse, la Chine. La Chine présente un taux d'urbanisation faible de 28%, et donc on s'attend à ce que son taux de fertilité soit élevé, mais non, son taux de fertilité est aussi bas que son taux d'urbanisation. Évidemment, on peut expliquer cette déviance par la politique de l'enfant unique. Et donc, on voit bien que on peut expliquer la présence de cas déviants. Mais malgré la présence de cas déviants, il semble effectivement qu'il y ait une relation négative entre le taux d'urbanisation et le taux de fertilité. Il faut nous assurer que cette relation existe bel et bien et aller au-delà de notre propre intuition.
En l'occurrence, nous savons que les apparences peuvent être trompeuses. Et comme les apparences peuvent être trompeuses, il nous faut certainement des techniques plus objectives qui peuvent effectivement nous signifier si la relation existe ou pas. Et l'une des premières techniques à notre disposition à cet effet est ce qu'on appelle le diagramme de dispersion, donc qui est une sorte de plan à deux dimensions. Étant entendu que sur l'axe horizontal ou axe X, vous avez la variable indépendante. Sur l'axe vertical ou axe Y, vous avez la variable dépendante. Et pour chaque cas pays, eh bien, le score de X, autrement dit du taux d'urbanisation, et de Y, du taux de fertilité, sont reliés par un point. En particulier, un KPI dont le taux d'urbanisation se situe autour de 28% et le taux de fertilité autour de 1,9 enfants par femme sera représenté par ce point, soit la Chine. On aura autant de points que de KPI. Donc, on a 50 pays, et bien on aura 50 points. De telle sorte que l'ensemble des points représente une forme de nuage qui informe sur la relation entre le taux d'urbanisation et le taux de fertilité, étant entendu qu'on peut visualiser la présence de cas déviants, autrement dit de cas qui dévient de notre modèle d'ensemble. Alors, comment analyser le diagramme de dispersion? Alors, trois éléments d'analyse à mettre en évidence. D'abord, la forme de la relation. Est-ce qu'elle est linéaire ou curvilinéaire? Donc ici, clairement, la relation est linéaire entre le taux d'urbanisation et le taux de fertilité, car on peut imaginer une diagonale qui partirait du coin supérieur gauche au coin inférieur droit et qui décrirait clairement une relation linéaire et non curvilinéaire. Deux, la direction de la relation. Est-ce qu'elle est négative ou positive? Donc, clairement, ici, la relation est plutôt négative. Plus le taux d'urbanisation augmente, plus le taux de fertilité diminue. Troisième point, l'intensité de la relation qui est peut-être moins évidente à mettre en évidence ici. Mais on voit bien que la relation n'est pas faible, parce que si la relation était faible, on ne verrait pas la direction de la relation. De même, la relation n'est pas non plus très forte, parce que si elle était très forte, on n'aurait pas la présence de cas déviants. Donc la relation n'étant ni faible ni forte, on peut penser qu'elle est plutôt modérée. Et que malgré la présence de cas déviants, pas mal de cas sont quand même concentrés autour de cette diagonale. Essayons maintenant de visualiser les différents modèles qui nous permettent effectivement d'analyser au diagramme de dispersion, en commençant par la forme et la direction des relations. En l'occurrence, une relation entre deux variables peut être positive. L'exemple est donné de la relation entre la taille et le poids. Donc, plus la taille est grande, plus le poids augmente, étant entendu que deux variables peuvent être reliées de façon négative. Plus le taux d'urbanisation augmente, plus le taux de fertilité diminue. Alors, deux variables peuvent être associées de façon curvilinéaire en forme de U à l'endroit, par exemple, U ou V à l'endroit. L'exemple est donné de la relation entre l'âge et le stress. Généralement, les ados sont très stressés. Plus ils avancent en âge, plus le niveau de stress diminue. À un moment donné, le niveau de stress augmente. De même, plus le stress augmente, plus la performance augmente, mais à un moment donné, la performance commence à diminuer. Donc, c'est le propre d'une relation curvilinéaire. Et finalement, vous avez une autre forme un peu inusitée qu'on observe surtout lorsqu'on est en présence de mesures répétées. Donc, très important de commencer par visualiser le diagramme de dispersion. Pourquoi? Parce que si à l'observation du diagramme de dispersion, vous vous rendez compte que la relation est curvilinéaire, vous ne pouvez pas utiliser la corrélation et la régression que nous sommes en train d'étudier. Alors, vous utilisez d'autres techniques, ce que nous verrons un peu plus tard. Qu'en est-il maintenant des différents modèles illustrant l'intensité des relations? En particulier, lorsque tous les points du nuage se situent le long d'une droite, on est en présence d'une relation parfaite. Par contre, qu'en est-il lorsque les points sont fortement concentrés le long d'une diagonale? Eh bien, on a une relation forte. Lorsque les points sont plus ou moins dispersés,
autrement dit assez dispersée, mais que la direction de la relation est très claire, eh bien, nous avons une relation ici modérée. En revanche, lorsque les points sont quand même pas mal dispersés, mais que la direction de la relation est plus ou moins claire, on a une relation faible. Et finalement, lorsque les points sont répartis de façon aléatoire sur le diagramme de dispersion, c'est le signe d'une absence de relation. Et donc, très important encore une fois ici, de commencer par observer le diagramme de dispersion, de façon à s'assurer que la relation est importante. En l'occurrence, lorsque la relation est très faible, alors difficile d'obtenir une prédiction fiable. Donc, on voit bien de manière générale que conceptuellement parlant, le diagramme de dispersion est très utile lorsqu'en particulier, on veut mettre en évidence la forme, la direction ou l'intensité d'une relation. Par contre, on peut aller beaucoup plus loin et analyser de façon beaucoup plus précise la relation entre le taux d'urbanisation et le taux de fertilité en traçant ce qu'on appelle la droite de régression, qui est la droite la plus moyenne possible. En l'occurrence, ce qui est intéressant avec cette droite de régression, c'est qu'elle confirme la forme linéaire de la relation. Donc, clairement ici, la relation est plutôt linéaire parce que la droite est oblique. 1. 2. Cette droite de régression confirme la direction négative de la relation, puisqu'effectivement, vous avez ici une courbe descendante. 3. La droite de régression confirme l'intensité modérée de la relation entre l'urbanisation et la fécondité. Pourquoi? Parce que la droite de régression n'est pas horizontale, ce serait le signe d'une absence de relation, mais aussi elle n'est pas parfaitement oblique, ce qui serait le signe d'une relation très forte. Donc ici, la droite n'étant ni parfaitement oblique ni horizontale, elle se situe entre les deux, et par conséquent, c'est le signe d'une relation modérée. Mais l'intérêt le plus remarquable de la droite de régression, c'est qu'elle nous permet de procéder à la prédiction. En l'occurrence, revenons au cas du Sénégal. Donc, les données datent de 1999, on s'entend ici. Alors, en 2000, le taux d'urbanisation du Sénégal était de 40%. Donc, connaissant seulement le taux d'urbanisation du Sénégal, on peut prédire ce que sera son taux de fertilité. Donc, on trace une ligne verticale à hauteur de la droite de régression, ensuite une ligne horizontale de façon à estimer approximativement le taux de fertilité du Sénégal. Ici, en l'occurrence, on peut prédire que le taux de fertilité du Sénégal sera approximativement de 4,3 ou 4,25. Nous venons d'obtenir un score prédit plus proche de la réalité, étant entendu que la moyenne comme modèle de prédiction nous donnait une valeur prédite de 3,6 enfants. Lorsqu'on implique le taux d'urbanisation et qu'on trace la droite de régression, on obtient un score prédit de plutôt 4,3, qui est plutôt proche de la réalité. Eh bien, nous venons en quelque sorte de réduire notre erreur de prédiction. Donc, malgré qu'on a fini de réduire notre erreur de prédiction en impliquant la droite de régression, nous allons quand même continuer à commettre des erreurs de prédiction lorsqu'on se base sur cette droite de régression. Alors pourquoi? Eh bien, parce qu'effectivement, la droite de régression ne passe pas par tous les points. En l'occurrence, si tous les points étaient situés le long de la droite de régression, il n'y aurait pas d'erreur de prédiction, ce qui n'est pas le cas ici. Et donc, ce qui signifie que nous allons quand même toujours commettre des erreurs de prédiction. Et on peut vérifier cela en s'intéressant à un cas réel, l'Ouganda, dont le score réel en termes de fertilité est de 7,2. Alors ici, en raison du décalage sur le plan, on a l'impression que c'est plutôt 7,3. Donc, le score réel de l'Ouganda en termes de fertilité est de 7,2. Alors, quel est le score prédit maintenant de l'Ouganda? À partir de la droite de régression, on trace une ligne horizontale et nous retrouvons approximativement 5,5. Donc 5,5, c'est le score prédit de l'Ouganda et on va le représenter par Y chapeau. Eh bien, l'écart entre le score réel de l'Ouganda, 7,2, et le score prédit à l'aide de la droite de régression 5,5, c'est ce qu'on appelle résidu ou erreur de prédiction. Eh bien, lorsqu'on se base sur la droite de régression pour prédire le taux de fertilité réel de l'Ouganda, nous commettons 1,7 erreurs. De même, pour ce cas, la Chine, par exemple, on peut aussi commettre une erreur de prédiction. Par conséquent, il y aura autant de résidus
ou erreur de prédiction que de points, que de cas pays. Lorsque le score réel d'un cas se situe au-dessus de la droite de régression, comme l'Ouganda, eh bien, la droite de régression sous-estime le vrai score de ce cas. En revanche, lorsque le score réel d'un cas, comme la Chine, se situe en deçà de la droite de régression, mais dans ce cas, la droite sous-estime le vrai score de ce cas. Revenons à la formule qui permet de calculer le résidu ou l'erreur de prédiction. Donc, pour chaque cas, prenez son score réel, score de la variable dépendante, yi, moins son score prédit, et vous avez une idée de l'erreur de prédiction pour ce cas. Alors, généralisons effectivement ce modèle à l'ensemble des 50 cas de notre échantillon en utilisant le signe sigma. Eh bien, la somme des erreurs de prédiction au résidu sera toujours nulle. Et pour ne pas obtenir une somme nulle, eh bien, on élève au carré de façon à obtenir ce qu'on appelle la somme des résidus ou erreurs de prédiction au carré. Et donc, cette expression, autrement dit, la somme des résidus ou erreurs de prédiction au carré est très importante. Alors, pour vérifier son importance, on va se poser une question centrale. Pourquoi elle n'est pas plus ou moins à but? En l'occurrence, pourquoi on n'a pas obtenu cette droite de régression? Ou bien cette autre droite de régression? Alors, considérons cette droite de régression, qui est la droite la plus moyenne possible. Pour chaque cas, prenons son score réel yi, moins le score prédit à l'aide de cette droite de régression. Élevez au carré l'erreur de prédiction. Calculez la somme de toutes les erreurs de prédiction ou résidus au carré. Vous allez trouver une valeur minimale. Autrement dit, une valeur moindre que celle que vous aurez pu obtenir si vous aviez une autre droite de régression comme celle-ci. Autrement dit, prenons cette droite de régression. Pour chaque cas, prenez son score réel, yi, moins le score prédit, y chapeau, élevé au carré, calculez la somme des résidus ou erreurs de prédiction au carré, vous allez obtenir une valeur maximale. De même, considérons cette droite de régression. Calculez la somme des résidus ou erreurs de prédiction, vous allez obtenir une valeur maximale. Et donc, cette droite de régression, la plus moyenne possible, nous assure d'obtenir une somme des erreurs de prédiction au carré la plus moindre possible. D'ailleurs, la droite de régression est appelée droite des moyennes carrées. Pourquoi? Parce que c'est la droite qui minimise le plus la somme des résidus ou erreurs de prédiction au carré. En fait, c'est comme si le logiciel allait à la pêche de plusieurs droites de régression ou de droite des moyennes carrées et va nous tracer la droite dont la somme des résidus ou erreurs de prédiction est la moindre possible. Et voilà, vous venez d'accéder à l'intelligence même de la régression. Alors, tout à l'heure, nous avions estimé approximativement le taux de fertilité du Sénégal à 4,3. On peut effectivement l'obtenir de façon beaucoup plus précise en connaissant les paramètres de la droite de régression. Alors, le premier paramètre, c'est le point de départ de la droite de régression. Autrement dit, là où la droite de régression coupe l'axe Y. Donc, c'est la valeur 6, ce qu'on appelle l'intersection symbolisée par A. Lorsque le taux d'urbanisation est nul, on s'attend à obtenir un taux de fertilité prédit de 6 enfants par femme. Deuxième paramètre, pour le trouver, posons-nous la question de savoir, lorsque X augmente, comment se comporte Y. Nous savons que lorsque X augmente, Y régresse en diminuant. Mais de combien Y diminue-t-il? Eh bien, le degré de diminution de Y lorsque X augmente d'une unité, c'est ce qu'on appelle pente, symbolisé par B. En l'occurrence, lorsque le taux d'urbanisation augmente d'une unité, de combien diminue le taux de fertilité? C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on parle de coefficient de régression. La pente est appelée coefficient de régression. Donc, nous connaissons les deux paramètres qui symbolisent la droite de régression, mettant en relation la variable x et la variable y. Ainsi, nous pouvons reconstituer l'équation de cette droite. Étant entendu, bien sûr, qu'ici, la présence de cas déviants modifie la trajectoire de la droite de régression. En particulier, plus on a des cas déviants, plus la droite sera moins fiable pour aider à procéder à la prédiction. Parce qu'on obtiendrait effectivement une somme des erreurs de prédiction assez élevée.
Alors ici, j'ai repris un peu ce que je viens d'avancer par rapport à l'intérêt de la droite de régression. Ici également, on va reconstituer notre équation de régression. Pour ce faire, on va partir de notre modèle mathématique de départ. Au départ, nous avions avancé que la variable y de taux de fertilité est fonction de la variable taux d'urbanisation. Eh bien, cette fonction f, c'est tout simplement les paramètres a et b. Donc, on peut remplacer ici f par les paramètres a et b qui permettent de relier y et x. Évidemment, on va mettre un chapeau sur y pour signifier ici qu'il s'agit d'un score prédit. Mais voilà ce qui est l'équation de la droite de régression. Au secondaire, nous avions appris que toute droite était symbolisée par cette équation. Mais ce que nous ne savions pas au secondaire, c'est l'utilité de cette droite de régression. Mais maintenant, vous le savez. Donc, vous savez effectivement que l'équation de la droite de régression aide à procéder à la prédiction. En particulier, on va souvent inclure un terme d'erreur, un terme résiduel, pour signifier que lorsqu'on procède à la prédiction, on commet une erreur. Évidemment, le coefficient de régression ou pente est plus important que la constante. Autrement dit, vous voulez savoir si le taux d'urbanisation affecte le taux de fertilité, eh bien, reportez-vous au coefficient de régression, puisque c'est le coefficient qui donne le changement en y lorsque x augmente d'une unité. Et donc ici, on s'intéresse au croisement des variables x et y, précisément à la covariation entre x et y. Puisqu'on parle de covariation, eh bien, il faut s'intéresser à la variation au sein de x, la variation au sein de y. Pour chaque cas, donc, prenez son score x moins la moyenne de x, multiplié par le score de y moins la moyenne de y, calculez la somme de tous les produits croisés de façon à couvrir l'ensemble des cas et vous obtenez ce qu'on appelle la covariation de x et de y. Pourquoi ici, on n'a pas jugé nécessaire d'élever au carré les scores de déviation de x et de y? C'est tout simplement lié au terme multiplicateur, de telle sorte que la somme ne sera jamais nulle. Par contre, la covariation de x et de y a tendance à être élevée au fur et à mesure que la variation au sein de la variable x est importante. Et donc, il faut relativiser par la variation au sein de x. Et ici, on aura besoin d'élever au carré les scores de déviation. Et donc, le coefficient de régression n'est rien d'autre que la covariation de x et de y par rapport à la variation de x. On a appliqué cette formule pour obtenir un coefficient de régression de moins 0.041 qui confirme la direction négative de la relation ici entre l'urbanisation et la fertilité. Alors, comment interpréter ici le coefficient moins 0.041? Eh bien, chaque fois que le taux d'urbanisation augmente d'une unité, 1%, eh bien, on s'attend à ce que le taux de fécondité prédit diminue de 0.041. Et si le taux d'urbanisation augmentait de 10 unités, 10 points en pourcentage, eh bien, on s'attend à ce que le taux de fécondité diminue de 10 fois 0.041, soit 0.41 enfants par femme. Mais une fois qu'on a fini de calculer le coefficient de régression, eh bien, on peut isoler la constante de façon à la calculer. Et comme la droite de régression est la droite la plus moyenne possible, bien, tout naturellement, les moyennes de x et d'y passent par cette droite. Eh bien, on va remplacer y et x par les moyennes respectives. Et par conséquent, la constante a est égale à la moyenne de y moins b de la moyenne de x. Eh bien, on va appliquer cette formule et on retrouve une constante ou intersection de 5.72. Alors, comment l'interpréter? Lorsque le taux d'urbanisation est nul, 0, on s'attend effectivement à ce que le taux de fertilité prédit soit de 5.72. Et donc, connaissant bien sûr les valeurs respectives des coefficients a et b, eh bien, on peut reconstituer l'équation de régression, remplaçant par les valeurs respectives. Eh bien, ainsi, nous pouvons prédire précisément le taux de fertilité du Sénégal connaissant son taux d'urbanisation 40. Donc, on va remplacer x par le taux d'urbanisation du Sénégal 40. Donc, on aura 40 multiplié par 0.041 moins 5.112, et bien, on obtient 4.1 enfants par femme. Et donc, le taux de fertilité prédit du Sénégal est de 4.1. Mais voilà, qui est beaucoup plus précis que l'estimation approximative sur le diagramme de dispersion. C'est clair, pour calculer les coefficients de l'équation de la droite de régression, alors j'ai simplifié le problème, j'ai pris seulement 4 cas pays, j'ai représenté les données à l'aide d'un diagramme de dispersion.
et de la droite et j'obtiens l'équation de régression. Ici, on a une constante de 7,80 et une pente de moins 0,0778. Alors, retrouvons ces coefficients en faisant les calculs nous-mêmes. Donc, première chose, c'est de calculer la variation au sein de x. Donc, situer le score 75 par rapport à la moyenne 44,75, 77 moins 44,75, ainsi de suite, de façon à avoir une idée sur la variation de la variable x. Alors, faisons le même pour la variable y. Prenons 2 moins la moyenne 4,325, 1,8 moins 4,325, de façon à avoir une idée sur la variation au sein de la variable y. Eh bien, multiplions les deux scores de déviation de façon à obtenir la covariation. Donc, moins 305 symbolise la covariation entre x et y. Calculons maintenant la variation au sein de x, autrement dit, élevons au carré les scores de déviation de x et calculons la somme des scores de déviation au carré de x pour retrouver la somme des carrés de x, 3920,75. Eh bien, connaissant la covariation x, y et la variation de x, eh bien, nous pouvons calculer le coefficient de régression. Connaissant le coefficient de régression, eh bien, on peut isoler la constante, bien sûr, connaissant les moyennes respectives de x et d'y. SPSS nous sort ce genre de sortie pour récapituler les calculs. En l'occurrence, on s'intéresse toujours à la relation entre le taux d'urbanisation et le taux de fécondité auprès des 50 pays parmi les plus peuplés. Il faut savoir, bien sûr, retrouver ces coefficients. On retrouve ici le coefficient de régression ou pente, donc qui est de moins 0,41 et son erreur type. Alors, c'est quoi l'erreur type du coefficient de régression? En fait, d'après les données de l'échantillon, on a un coefficient de régression de moins 0,4. Et si on devait répéter l'expérience de sélection de l'échantillon 100 fois, que serait l'écart type de tous les coefficients de régression possibles? Eh bien, l'écart type de tous les coefficients de régression possibles, c'est ce qu'on appelle l'erreur type simplement du coefficient de régression, ici 0,009. De même, on retrouve ici la constante 5,72 ainsi que son erreur type. En l'occurrence, si on devait répéter l'expérience de sélection de l'échantillon 100 fois, donc on est sûr au moins sur 68% que la vraie constante au niveau de la population va être égale à 5,72 plus ou moins 0,516. Étant entendu que si vous relativisez chaque coefficient par son erreur type, vous retrouvez une statistique T. En l'occurrence, prenez moins 0,41 divisé par 0,009, vous retrouvez moins 4,726. 5,72 divisé par 0,56, vous retrouvez 11,9, soit le T de Student, qui s'avère statistiquement significatif pour les deux coefficients. Essayons maintenant de procéder au test nous-mêmes en commençant par le coefficient le plus important, soit le coefficient de régression. Alors, on va commencer par formuler les hypothèses, tout naturellement. Alors, l'hypothèse nulle est à l'effet que le coefficient de régression est nul au niveau de la population étudiée, alors que l'hypothèse alternative postule que le coefficient de régression est différent de 0. Étant entendu qu'on cherche plutôt à tester l'hypothèse nulle. Alors, les statisticiens se sont rendus compte que si vous prenez le coefficient de régression relativisé par son erreur type, vous obtenez une statistique qui va suivre la distribution du T de Student. Donc, c'est le test T qui permet de tester la signification statistique du coefficient de régression. Alors, on a ici la formule et on va remplacer par les valeurs respectives. Eh bien, on peut comparer le T calculé à une valeur critique qu'on va trouver sur la table du T de Student, connaissant le nombre de degrés de liberté. Alors, dans le cas du test T, le nombre de degrés de liberté est égal à n-4. K étant le nombre de catégories de la VI, soit 2 catégories. Donc ici, la VI n'est pas dichotomique, elle est quantitative. K sera remplacé par ce qu'on appelle le nombre de paramètres du modèle. Autrement dit, la constante et la pente. Donc, en situation bivariée, ici, K est égal à 2. Donc, connaissant le nombre de degrés de liberté et au seuil, par exemple, de 0,001, il nous faut minimalement un T de 3,55 pour pouvoir rejeter l'hypothèse nulle. Et ici, clairement, le T calculé excède le T critique. Par conséquent, nous rejetons l'hypothèse nulle pour accepter l'hypothèse alternative à l'effet que le coefficient de régression ou pente est différent, statistiquement parlant, de 0. Eh bien, la constante se teste de la même façon. Mais généralement, le test de signification statistique de la constante est peu d'intérêt. Pourquoi? Supposons qu'on ait ce diagramme
de dispersion présentant la relation ici entre deux variables. Alors ici, la constante est égale à 0 et la pente est plutôt égale à 1. Parce qu'à chaque fois que x augmente d'une unité, y augmente d'une unité, de 2 unités, y de 2 unités, ainsi de suite. De telle sorte que ici, la relation va donner un coefficient b égal à 0. Alors ici, tester que le coefficient de régression b est égal à 0 a du sens, puisque c'est le coefficient qui rend compte de l'effet de la variable x sur la variable y. En revanche, tester que le coefficient a, la constante, est égal à 0, ça n'a pas de sens, parce qu'ici, effectivement, la constante est égale à 0. En particulier dans le cas d'une relation parfaite où les deux variables x et y sont mesurées avec la même unité de mesure. Donc voilà pourquoi il n'est pas pertinent de tester la signification statistique de la constante. Alors on va revenir à notre sortie SPSS de la relation entre le taux d'urbanisation et le taux de fertilité. Et si on s'intéressait à l'effet de l'indice de développement humain sur toujours le taux de fertilité. Ici, on obtient effectivement un coefficient de régression de moins 0,087 qui s'avère statistiquement significatif. Posons-nous maintenant la question de savoir, entre le taux d'urbanisation et l'indice de développement humain, quel est le prédicteur le plus important? Difficile de répondre à la question si on se réfère seulement à ces coefficients de régression qui sont des coefficients non standardisés. Or, nous savons que les deux prédicteurs ne sont pas mesurés avec la même unité de mesure. En l'occurrence, le taux d'urbanisation est mesuré sur une échelle variant de 0 à 100, alors que l'indice de développement humain est mesuré sur une échelle variant plutôt de 0 à 1. Et par conséquent, pour pouvoir répondre à cette question, il faut obtenir des coefficients standardisés qu'on appelle des coefficients bêta. Autrement dit, transformer les scores des variables taux de fertilité, taux d'urbanisation et indice de développement humain en score Z et estimer un modèle de régression sur ces scores Z et vous obtenez ce qu'on appelle des coefficients standardisés bêta. Ici, le coefficient bêta est de 0,555 pour le taux d'urbanisation et moins 0,75 pour l'effet de l'indice de développement humain. Et donc, les bêta sont tout simplement des coefficients de régression standardisés. Une autre façon de les calculer consiste à prendre le coefficient de régression non standardisé multiplié par le ratio entre l'écart type de x et l'écart type de y. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le bêta s'interprète en termes d'écart type, puisqu'il repose un peu sur des scores Z ou bien sur des écarts types. Alors, on va interpréter d'abord le coefficient bêta de la relation entre le taux d'urbanisation et le taux de fertilité. Donc, chaque fois que le taux d'urbanisation augmente d'un écart type, le taux de fertilité diminue de moins 0,555 écart type. Pour ce qui est de l'effet de l'indice de développement humain, eh bien, chaque fois que l'indice de développement humain augmente d'un écart type, on s'attend à ce que le taux de fertilité diminue de moins 0,75. Étant entendu qu'ici, c'est très clair que l'indice de développement humain a un effet plus important que le taux d'urbanisation. Ce qui est intéressant avec le coefficient bêta, c'est qu'il est égal au coefficient de régression en analyse bivariée, on s'entend. On va revenir sur le coefficient de régression. En attendant, connaissant les écarts types précisément des variables analysées ici, on peut interpréter plus précisément les bêta. En l'occurrence, chaque fois que le taux d'urbanisation augmente d'un écart type, précisément 25,1 sur une échelle de 0 à 100, eh bien, on s'attend à ce que le taux de fertilité diminue en moyenne de 0,56 écart type. Mais connaissant l'écart type du taux de fertilité, on prend 0,56 multiplié par l'écart type, on obtient 1,05. Précisément, chaque fois que le taux d'urbanisation augmente de 25,1, eh bien, on s'attend à ce que le taux de fertilité diminue de 1,0 enfants par femme. De même, chaque fois que l'indice de développement humain augmente de 0,16 sur une échelle variant de 0 à 1, on s'attend à ce que le taux de fertilité diminue de 1,40 enfants par femme. Et donc, clairement ici, l'effet de l'indice de développement humain est plus important que l'effet du taux d'urbanisation sur le taux de fertilité. Nous venons ensemble de procéder à l'analyse de régression linéaire. Son principal intérêt, c'est qu'elle permet de procéder à la prédiction. Par contre, le coefficient de régression peut facilement dépasser la valeur 1, de telle sorte qu'il est très difficile d'interpréter le coefficient de régression, proprement dit, en termes d'intensité.
Et donc, c'est la raison pour laquelle les statisticiens vont préférer utiliser ce qu'on appelle la corrélation, qui n'est rien d'autre qu'une mesure du degré de concentration des points autour de la droite de régression. Étant entendu que la corrélation, contrairement au coefficient de régression, va varier de 0 à 1, selon que la relation est positive ou négative. Évidemment, vous avez plusieurs façons d'interpréter le coefficient de corrélation R. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'interprétation dépend des domaines disciplinaires, des chercheurs, mais aussi de la nature même des phénomènes qui sont analysés. Par exemple, en psychologie, on utilise plus souvent qu'autrement la règle d'interprétation de Cohen. Pour que le coefficient de corrélation donne une valeur qui va varier de 0 à 1, plus ou moins, il faut standardiser les scores de telle sorte que les variables soient comparables. Donc, il faut standardiser le taux d'urbanisation et le taux de fertilité de façon effectivement à mettre à plat leurs différences liées aux unités de mesure. Eh bien, on utilise ce qu'on appelle le score Z. Donc, l'idée est de convertir la variable X en score Z, la variable Y en score Z, de multiplier les deux scores Z pour chaque cas et de calculer la somme des produits des scores Z de X et de Y de façon à couvrir l'ensemble des cas et relativiser par la taille de la population dans le cas de données de population en l'occurrence. Eh bien, le résultat sera le coefficient de corrélation R, précisément de Poisson. Qu'en est-il lorsqu'on travaille avec des données d'échantillons? Vous prenez la somme des scores Z de X et de Y relativisés par la taille de l'échantillon N. En revanche, les statisticiens se sont rendus compte que si vous relativisez effectivement la covariation standardisée par la taille de l'échantillon petit n, vous obtenez une corrélation biaisée. Autrement dit, une corrélation qui sera sous-estimée par rapport à la vraie corrélation au niveau de la population. Or, même si on travaille avec des données d'échantillon, on veut que la corrélation calculée sur des données d'échantillon soit proche de celle au niveau de la population. Eh bien, pour obtenir une corrélation non biaisée, il faut retrancher un cas. Et par conséquent, la corrélation n'est rien d'autre que la covariation standardisée moyenne de X et de Y. On a appliqué la même formule pour retrouver un R de moins 0.555 ou 0.56, donc qui est égal au bêta. Donc nous retrouvons le bêta. Alors, deux éléments d'analyse. Ici, le coefficient de corrélation confirme que la relation entre le taux d'urbanisation et le taux de fertilité est négative, mais aussi que la relation est modérée, ou bien si vous voulez, modérée à forte, si on se réfère à la règle d'interprétation de Cohen. Alors, rappelez-vous, au départ, nous voulions réduire notre erreur de prédiction du taux de fertilité du Sénégal. C'est la raison pour laquelle on avait impliqué le taux d'urbanisation. Il est possible maintenant de savoir de combien on réduit nos erreurs de prédiction en impliquant une variable indépendante. Eh bien, il suffit tout simplement d'élever le coefficient de corrélation au carré de façon à obtenir le R2. En l'occurrence, par rapport à la relation entre le taux d'urbanisation et le taux de fertilité, le R2 est égal à 0.31. Eh bien, nous réduisons nos erreurs de prédiction du taux de fertilité de 31% si nous avons des informations sur le taux d'urbanisation. Ben voilà l'intérêt ou une façon d'interpréter le R2. Une autre façon d'interpréter le R2 est similaire à celle de l'état carré. C'est en termes de proportion de variance expliquée. Et donc ici, le taux d'urbanisation explique 31% de la variance du taux de fertilité. Le R2 est appelé coefficient de détermination, étant entendu qu'il reste une proportion qui n'est pas expliquée par le taux d'urbanisation. Si vous prenez 1 moins R2, vous obtenez 109. Donc, il y a 109% de la variation qui n'est pas expliquée par le taux d'urbanisation. Eh bien, ce 1 moins R2 est appelé coefficient d'aliénation. Assez rapidement, simplifions la situation en s'intéressant seulement à nos 4 cas de façon à calculer le coefficient dans le cas de cet exercice est clair. Donc, ici, nous avons un R de 0.99 d'après le calcul d'Excel. On va essayer de retrouver ce même coefficient. Pour ce faire, on standardise les scores de X. Donc, on prend le score 75 moins la moyenne 44.75 divisé par 36.15. On obtient 0.84, ainsi de suite, ainsi de suite.
on aura fini de standardiser le score de la variable x. Ensuite, on standardise le score de la variable y en prenant 2 moins la moyenne 4.325 divisé par l'écart type 2.86, on obtient moins 0.83. On fait de même avec les autres scores. On obtient ainsi les scores standardisés pour y. Connaissant les scores standardisés de x et d'y, on peut connaître la covariation en multipliant ces scores. Et la somme nous permet d'avoir une idée sur la totalité de la covariation standardisée entre x et y. Connaissant la covariation standardisée, on peut calculer le coefficient de corrélation en relativisant par n-1. Alors ici, en prenant seulement 4 cas, nous obtenons un coefficient de régression qui frise la perfection. Alors pourquoi selon vous? Premier élément d'explication, c'est qu'effectivement tous les points du diagramme ici sont situés le long de la droite de régression. Autrement dit, il n'y a pas de cas déviant. Deuxième élément, on voit bien qu'il y a un écart entre un premier ensemble de scores et un autre ensemble de scores. Donc, on est en situation d'hétérogénéité. Et justement, en situation de forte hétérogénéité des données, eh bien, le R a tendance à être élevé. L'exemple ici est donné de la relation entre le poids et la taille. Dans quelle situation, selon vous, la corrélation entre la taille et le poids sera plus grande? Lorsqu'on travaille avec les enfants de la maternelle ou lorsqu'on travaille avec les élèves du primaire? Eh bien, la corrélation sera plus élevée lorsqu'on travaille avec les élèves du primaire parce qu'il y a plus d'hétérogénéité chez ces élèves. Autrement dit, la taille et le poids sont beaucoup plus différents chez ces élèves du primaire que chez les enfants de la maternelle. Qu'en est-il maintenant lorsqu'on s'intéresse à la corrélation entre le statut socio-économique et la performance scolaire? Dans quel contexte la corrélation sera plus élevée? Lorsqu'on s'intéresse aux élèves d'une école ou lorsqu'on s'intéresse aux écoles des différents quartiers? La corrélation entre le statut socio-économique et la performance sera beaucoup plus importante lorsqu'on s'intéresse aux écoles de différents quartiers. En fait, les sociologues de l'éducation ont fini de montrer qu'il y a plus de différences en termes de statut socio-économique entre les écoles de différents quartiers que de différences entre les élèves d'une même école. Vous aurez compris que la corrélation est ce qu'on appelle une mesure symétrique d'association. Autrement dit, que vous interchangez ou pas la VI, eh bien, le résultat sera le même. Autrement dit, on va obtenir le même coefficient et le même signe. Dans le cas de la régression, l'identification de la VI et de la VD est très importante. Pourquoi? Parce qu'on cherche à prédire les scores de la variable dépendante, connaissant les scores de la variable indépendante. Étant entendu, bien sûr, que la corrélation proprement dite relève des statistiques descriptives. Nous savons que la corrélation entre le taux d'urbanisation et le taux de fertilité est de moins 0.56. Eh bien, il faut nous assurer que cette corrélation est statistiquement significative au niveau de la population mondiale dont est issu l'échantillon constitué de 50 pays. Eh bien, pour ce faire, il faut procéder au test de signification statistique du coefficient de corrélation, en commençant tout naturellement par formuler les hypothèses statistiques. Alors, l'hypothèse nulle est à l'effet que le coefficient de corrélation est nul, alors que l'hypothèse alternative a à l'effet que le coefficient de corrélation est différent de 0. En fait, les statisticiens se sont rendus compte que lorsque vous prenez le R2 relativisé par 1 moins R2, vous obtenez une statistique qui va suivre la distribution du F d'ANOVA. Autrement dit, relativiser la variance expliquée par la variance non expliquée en faisant une petite correction, n-2 multiplié par R2, de façon à nous assurer que la statistique suive parfaitement la distribution du F d'ANOVA. Alors, appliquons cette formule de façon à calculer le F. Alors, on obtient un F calculé de 21.4. Connaissant le F calculé, on peut le comparer à une valeur critique qui se trouve sur la table de la distribution d'échantillonnage du F d'ANOVA. Avec 1 degré de liberté inter, autrement dit le nombre de paramètres 2 moins 1, et 48 degrés de liberté intra, précisément la taille de l'échantillon moins le nombre de paramètres 2, autrement dit 50 moins 2, 48. Donc avec 1 degré de liberté inter, 48 degrés de liberté intra, il nous faut minimalement un F de 12.29 au seuil 0.001 pour pouvoir rejeter l'hypothèse nulle d'une absence de corrélation. Donc clairement ici, le F calculé excède la valeur critique, par conséquent nous pouvons rejeter l'hypothèse nulle. Pour accepter l'hypothèse alternative à l'effet effectivement que la corrélation entre le taux d'urbanisation et le taux de fertilité s'avère statistiquement significative dans la population mondiale étudiée. Étant entendu qu'on peut retrouver les mêmes résultats
à l'aide de cette sortie SPSS, une sorte de tableau ANOVA que vous avez ici. En l'occurrence, la somme des carrés ici de la régression équivaut à la somme des carrés intergroupes. Autrement dit, c'est la variation qui est expliquée par la VI, que ce soit des différences entre des groupes ou par la droite de régression ici. Donc ça se calcule en prenant chaque score prédit de Y moins la moyenne d'Y, vous élevez au carré pour ne pas obtenir une somme nulle, et la somme nous assure d'obtenir ce qu'on appelle la somme des carrés. Et le nombre de degrés de liberté, c'est le nombre de paramètres 2, c'est-à-dire constante et pente, moins 1. Relativiser la somme des carrés de la régression par le nombre de degrés de liberté, vous retrouvez la variance de la régression, ou carré moyen. De même, la somme des carrés des résidus est un peu l'équivalent de la somme des carrés intragroupe, ce qui n'est pas expliqué par la VI dans tous les cas. Donc, prenez chaque score YI moins le score prédit à l'aide de la droite de régression, on élève au carré, on calcule la somme, on retrouve la somme des carrés des résidus. Le nombre de degrés de liberté est égal à la taille de l'échantillon moins le nombre de paramètres. Donc 50 moins 2, on retrouve 48. Relativisé par le nombre de degrés de liberté, la somme des carrés, vous obtenez la variance des résidus. Étant entendu qu'ici, vous avez la somme des carrés totale qui symbolise la variation dans la variable y, c'est-à-dire avant d'avoir impliqué la variable x. Relativiser la variance de la régression par la variance des résidus, vous obtenez le f d'ANOVA, soit 52.033 divisé par 2.43. Le R2 se calcule en prenant la variation expliquée par la régression divisée par la variation totale, exactement comme en analyse de variance. Donc ici, nous retrouvons le R2 2.31. Donc voilà comment on teste statistiquement parlant la corrélation. Lorsqu'on travaille avec 3 variables ou plus, on utilise ce qu'on appelle la matrice de corrélation, donc qui est très souvent utilisée dans le milieu de la recherche. En particulier ici, on s'intéresse aux corrélations entre 4 variables prises 2 à 2. En l'occurrence, si vous corrélez le taux de fertilité avec le taux de fertilité, vous retrouvez 1. La diagonale symbolise les coefficients des corrélations des variables entre elles. En revanche, au-dessus de la diagonale, nous avons les coefficients de régression. À l'effet que la corrélation entre le taux d'urbanisation et le taux de fertilité est de moins 0.56. En dessous, vous avez le nombre de cas sur lesquels repose le calcul. Ici, l'auteur, Fox en l'occurrence, a opté pour ce qu'on appelle l'exclusion des données manquantes en paires. Donc l'idée effectivement est de considérer les variables 2 à 2 et d'éliminer les cas pour lesquels il manque au moins une information. Donc l'idée ici étant de maximiser l'information disponible. Mais l'inconvénient majeur, c'est d'obtenir des corrélations qui ne sont pas obtenues sur une même base, autrement dit sur un même nombre de cas. Lorsqu'on veut obtenir des corrélations basées sur le même nombre de cas, on utilise ce qu'on appelle l'exclusion des données manquantes en liste. Donc ici, l'idée est, dès le départ, de signifier au logiciel de nous éliminer tous les cas pour lesquels il manque au moins une information, considérant toutes les 4 variables analysées ici. Alors généralement, lorsqu'on a beaucoup de données manquantes, on a intérêt à opter pour l'exclusion des données manquantes en paire. Mais lorsque les données manquantes ne sont pas très importantes, on peut utiliser l'exclusion des données manquantes en liste. La matrice de corrélation est très souvent utilisée à titre exploratoire, lorsqu'effectivement on veut savoir comment les variables d'une base de données sont corrélées entre elles, de façon par la suite à en dégager un modèle à mettre en application dans le cadre de techniques comme la régression.